Tu as devant toi le précis du chapitre 4 d'Histoire portant sur l'Europe et la révolution industrielle. Avant de noter le titre du chapitre, tu dois noter le thème numéro 2, c'est la première vignette. Appuie sur la flèche droite pour y arriver. Note-le dans ton cahier. Thème 2, l'Europe et le monde au XIXe siècle. Passe à la vignette suivante pour noter le titre du chapitre 4, l'Europe et la révolution industrielle. En appuyant sur le passage de vignette, tu tombes sur la problématique que tu dois également noter. Quelles sont les conséquences de la révolution industrielle que connaît l'Europe de l'Ouest au XIXe siècle? Tu changes ensuite de vignette pour arriver au grand 1 qui s'intitule « Le monde s'industrialise ». Note le titre et passe à la vignette suivante. La vignette suivante, c'est le grand A, dont tu dois noter le titre, « Étude de cas, les transformations de la ville de Manchester ». En passant les vignettes suivantes, tu trouves 2 feuilles au format PDF. C'est la fiche numéro 1, Manchester, une grande ville industrielle au XIXe siècle. Tu as un certain nombre de documents. Tu noteras que les 3 derniers, le 6 et le 7, qui est en 2 parties, sont des photographies. C'est la première fois que dans ton programme d'histoire, depuis la 6e, tu trouves des documents photographiques comme source d'un travail. Tu as 6 questions qui te sont posées et un exercice d'écriture à réaliser. Il sera compliqué de réaliser l'exercice d'écriture, mais tu peux essayer de t'y entraîner, sachant que la vignette suivante comporte une correction qui fait office de trace écrite. Tu peux donc lire les différents documents avant de répondre aux questions. Les réponses aux questions sont les suivantes. À la question 1, on te demande qu'est-ce qui permet d'identifier Manchester de loin d'après le tableau et le texte. Le document numéro 1 te montre une vue de Manchester depuis ce qu'on appelle Kersal Moor, et tu vois que Manchester se détache au loin de par les cheminées des usines, mais aussi les fumées. Le document numéro 2, qui est une description de Manchester d'après une auteure anglaise qui s'appelle Elizabeth Gaskell, revient sur cette dimension. Elle dit « Cette ville, c'était Manchester, l'ideuse, la fumante Manchester ». D'accord ? On est bien sur là une vision qui se déploie de la ville avec des cheminées à perte de vue, mais également un ciel gris, ce nuage de fumée immobile accroché au-dessus d'une grande ville, comme le dit Elizabeth Gaskell. Dans la question numéro 2, on te demande quelle est la spécialité industrielle de Manchester et comment nomme-t-on ses usines. La spécialité industrielle de Manchester, tu l'auras vu, c'est le tissu, les fils, le coton, comme cela est dit par Alexis de Tocqueville dans le document numéro 3, c'est-à-dire le textile. Les documents numéro 4 et 5 te donnent le nom des usines dans lesquelles on trouve ces productions. Il s'agit des filatures. Dans la 3e question, il t'est demandé quels sont les atouts de Manchester et quel moyen moderne est utilisé pour le commerce. C'est le document 3 qui te permet d'y répondre. C'est la description qu'en fait Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville explique que Manchester est idéalement placée. D'une part parce qu'elle est très proche d'un des plus grands ports anglais, mais également parce qu'elle est très proche des grandes mines de charbon qui servent à faire fonctionner ces machines. Et le moyen moderne qui est utilisé pour le commerce, c'est le chemin de fer. Tu le vois apparaître dans le 2e paragraphe du texte. La 4e question est la suivante. Quelle source d'énergie est utilisée pour faire fonctionner les machines ? La source d'énergie, c'est évidemment le charbon que tu vois apparaître dans le document numéro 3 et qui permet de faire fonctionner des machines à vapeur. 5e question, toujours sur le document 3. Quel mot emploie l'auteur pour qualifier Manchester dans le dernier paragraphe ? Le mot employé par l'auteur dans le dernier paragraphe pour caractériser la ville, c'est le mot cloaque, c'est-à-dire un égout. Manchester est décrite par Tocqueville également, comme cela l'était par exemple par Elizabeth Gaskell, comme une ville hideuse, puante même, c'est-à-dire un égout à ciel ouvert. Enfin, 6e question, on te demande, à partir du texte de Tocqueville, mais aussi donc du document 7, les 2 photos montrant le quartier populaire d'Ancoats, quel est le niveau de vie de la population ouvrière de Manchester ?
Les deux photographies te montrent que le niveau de vie de la population ouvrière est un niveau de vie très bas, marqué par beaucoup de pauvreté. Et cette pauvreté, c'est ce que te dit Tocqueville, c'est celle d'hommes et de femmes qui viennent d'Irlande. Tocqueville dit même que les besoins de ces hommes se réduisent presque à ceux du sauvage. Ils travaillent à un prix très bas. Donc tu as là l'illustration de la grande misère dans laquelle vivent les ouvriers de Manchester au XIXe siècle. L'exercice d'écriture qui t'est proposé est le suivant. À partir des réponses aux questions, et en vous basant notamment sur le document numéro 6, vous décrirez la ville industrielle de Manchester au XIXe siècle. Évoquez les points positifs, richesse et modernité, comme les points négatifs, pauvreté et pollution. En changeant de vignette, tu arrives à une trace écrite qui fait office de correction à l'exercice d'écriture. Elle est un peu longue, mais tu peux néanmoins la noter dans ton cahier. La ville de Manchester connaît des transformations profondes au cours du XIXe siècle. Surnommée Cotonopolis, elle est spécialisée dans les industries textiles. Les grands industriels y font fortune. Les cheminées des nombreuses filatures permettent d'identifier la ville de loin. Située à proximité des ports, des mines de charbon et des usines de machines-outils, la cité mancunienne attire une population ouvrière venue par exemple d'Irlande. Ces milliers de travailleurs viennent s'entasser dans les quartiers populaires de la ville, où ils vivent souvent dans des conditions misérables, marquées notamment par la pollution générée par l'industrie. En changeant de vignette, tu arrives au Grand B. En appuyant à nouveau, ce titre est zoomé et tu peux le noter. Grand B, la place de la machine. En changeant de vignette, tu tombes sur une vidéo YouTube qui te montre un exemple de fonctionnement d'une machine à vapeur au XIXe siècle. Il s'agit en l'occurrence d'une locomotive. Une fois que tu as vu la vidéo, tu peux changer de diapositive pour aller vers une trace écrite. La trace écrite est la suivante. Le XIXe siècle marque le développement de la machine à vapeur. Elle fait fonctionner des trains, mais aussi des marteaux-pilons pour la production d'acier dans les usines sidérurgiques. La machine à vapeur fonctionne avec du charbon. Elle permet d'animer d'autres machines auxquelles elle est reliée par des courroies. Tu peux changer de diapositive. Ce tableau te montre l'intérieur d'une usine au Danemark au XIXe siècle. Tu y remarques des hommes qui travaillent à la production d'acier dans une usine elle-même faite avec des poutres en acier. Les ouvriers qui travaillent sont tous presque vêtus de la même façon. Ils ont des casquettes et tu noteras que certains, notamment ceux qui sont au premier plan et qui manipulent la grande cuve qui est en train de couler l'acier en fusion, portent des sabots, illustration de leur appartenance au monde rural. Tu as complètement à droite de l'image un contremaître en redingote avec un bâton à la main, certainement une tige de fer pour aider à faire couler l'acier qui surveille la manœuvre. Et au centre, illuminé par l'acier en fusion, tu aperçois un directeur, ou en tout cas un contremaître encore plus élevé, reconnaissable à son chapeau haut de forme, alors que les autres personnages présents sur le tableau portent des casquettes. En changeant de vignette, tu arrives à une trace écrite que tu dois noter. Le développement des machines permet l'industrialisation. Les progrès techniques amènent une augmentation de la production, surtout dans la métallurgie et le textile. De plus en plus, le travail se concentre dans les usines. En changeant de vignette, tu vois apparaître un grand C, et en appuyant à nouveau, ce titre est zoomé, tu peux en noter justement les mots « Grand C », les grandes régions industrialisées à la fin du XIXe siècle. En changeant de vignette, tu tombes d'abord sur une carte de l'Europe au XIXe siècle. Tu te rends compte que les grandes régions industrielles correspondent souvent à la présence de ce petit triangle noir. Ce petit triangle noir, c'est écrit dans la légende, il s'agit des bassins houillés, c'est-à-dire les bassins où on trouvait du charbon. Cela signifie que les industries se développent au départ à proximité des ressources, et donc en particulier du charbon. Tu peux changer de diapositive pour noter la trace écrite suivante. À la fin du XIXe siècle, l'Europe de l'Ouest est en pointe pour l'industrialisation. Celle-ci se développe souvent en lien avec la production de charbon dans les bassins houillés, par exemple en France, en Angleterre ou en Allemagne. Change de diapositive pour arriver à une autre carte.
Cette carte est cette fois-ci un planisphère. Elle te montre le monde entier. Tu te rends compte, en regardant cette carte, que les grandes régions industrielles au XIXe siècle sont l'Europe de l'Ouest, les États-Unis et déjà un peu le Japon, qui est qualifié de puissance industrielle naissante. Les principales régions industrialisées sont entre New York et Chicago aux États-Unis, entre l'Allemagne, l'Angleterre, le nord de la France et le Benelux en Europe. Il y a de grands courants d'échange qui se développent, ils sont transcontinentaux avec les chemins de fer qui traversent les États-Unis ou l'Empire russe, mais également maritimes. Des canaux qui relient les mers ou les océans entre eux sont percés. Ainsi, le canal de Suez, que tu peux apercevoir au nord de l'Afrique, est percé à partir de 1869 et il permet, en traversant la Méditerranée, de rejoindre directement l'Asie et en particulier l'Inde. Tu peux changer de diapositive pour arriver à la dernière trace écrite de ce grand 1. Ce développement économique et industriel s'accompagne d'un commerce en croissance. Il emprunte des routes maritimes raccourcies par le percement des canaux. Suez en Égypte en 1869 et Panama en Amérique du Sud en 1914. C'est la fin de la première partie. Tu dois désormais passer à la vidéo suivante pour poursuivre la description du cours.